Bonjour à tous, bienvenue sur le site Ederlésie. On se retrouve après le dernier atelier qui a eu lieu le 1er juillet. On était en présentiel dans le salon d'honneur de la mairie d'Autun. On a fait des choses très intéressantes autour des questions liées à l'emploi, notamment. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je suis contente d'accueillir Alexandra Clavé-Mercier, dont je vous ai déjà parlé. Son travail de thèse nous a beaucoup aidé dans l'élucidation de certaines problématiques ou de certaines questions qu'on rencontrait à Autun. Elle a travaillé sur l'accueil des ressortissants bulgares de quartiers pauvres de Bulgarie dans la ville de Bordeaux et sur la manière dont les politiques publiques devaient s'adapter pour pouvoir les accueillir. Bonjour Alexandra, merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec moi surtout. Bonjour Caroline et bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là. Est-ce que tu peux peut-être nous redire un peu plus précisément sur quoi a porté ton travail de thèse ? Oui, alors mon travail de thèse a porté sur les dynamiques migratoires de Bulgares qui étaient appelés Roms et qui vivaient en squat et en bidonville dans l'agglomération de Bordeaux. Donc j'ai essayé de comprendre précisément qui étaient ces personnes qui posaient problème dans l'espace public, de par leur présence dans l'espace public, par leur visibilité dans l'espace public, et qui posait problème à un certain nombre de personnes, d'associations, d'institutions. Et en même temps que j'essayais de comprendre ces personnes, qui elles étaient et pourquoi elles étaient là, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi et en quoi elles posaient problème et comment on répondait, comment les institutions et l'État essayaient de répondre à ce qu'ils considéraient être un problème. Tu dis ce qu'ils considéraient être un problème ? Pourquoi tu dis ça ? C'était pas vraiment des problèmes ? Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de problème en soi, mais que tout problème est construit de par... et parce que tout problème est construit de par le regard qu'on porte sur certaines situations ou la compréhension qu'on en a. Et moi, c'est comme ça que j'ai envisagé les choses. Alors à l'époque, j'ai commencé ce travail en 2010 et on parlait beaucoup dans les médias nationaux de questions Roms. Hein. C'est comme ça qu'on l'envisageait. Donc ça montrait déjà que les Roms étaient... La présence de Roms vivant en squat et en bidonville dans l'espace public français notamment était perçue déjà comme un problème. Et donc c'est ça que je voulais questionner et comprendre au plus près. Et c'est pour ça que tu as travaillé sur ce sujet, parce que c'était une question un peu brûlante dans l'espace français à cette époque-là ? Pas uniquement, il ne s'agissait pas nécessairement de surfer sur une vague comme celle-là. En fait, ça s'inscrivait pour moi dans la continuité de travaux précédents que j'avais menés en Roumanie, puisque mes recherches précédentes portaient sur la fabrique et la fabrique de l'identité rom, de l'identité tzigane par les institutions et notamment par l'institution scolaire en Roumanie et les expériences qu'en font les intéressés. Et donc j'avais vécu dans un village en Roumanie pendant un temps long. J'avais côtoyé des personnes qui se disaient ou qui ne se disaient pas roms ou tziganes et qui étaient perçues comme telles. Et j'avais commencé là-bas à entendre parler de projets de migration ou d'expériences migratoires. C'était au moment de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne. Et donc, de plus en plus de gens commençaient à envisager le fait de partir de leur pays pour passer un temps à l'extérieur, dans un autre pays, et en Europe de l'Ouest particulièrement, pour gagner de l'argent. Et donc, c'était une réalité qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui m'intéressait. Et il se trouve que ça répondait à une réalité que je pouvais observer, qu'on pouvait tous observer autour de nous, et je trouvais ça judicieux de mener cette recherche là-dessus. Notamment ce que tu dis là, c'est-à-dire le fait que cette question Rome ou ce mot-là, Rome, c'est quelque chose qui est fabriqué, c'est quelque chose qui est posé sur des gens qui eux-mêmes considèrent que c'est pas vrai parfois, ou parfois qui considèrent que c'est vrai, mais on ne sait pas bien sur quoi ça s'appuie. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a éclairé notre travail à Autun, parce que on a comme ça, quand on n'est pas connaisseur de ces sujets, on a comme ça des représentations un peu figées
il y a des Turcs, il y a des Roms, il y a des Français. Et en fait, toi, ton approche, c'est justement de dire non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. Oui. Mais c'est par mon ancrage disciplinaire en anthropologie qui fait que j'ai jamais envisagé l'identité comme étant quelque chose de fixe, d'immuable et comme étant une essence, mais au contraire, je l'ai toujours envisagé de manière, encore une fois, construite, mouvante, labile, et l'identité ethnique aussi, malgré tout ce qu'on peut entendre communément sur ce sujet-là. Et je pense que les personnes dites Roms, finalement, sont quelque part, nous invitent particulièrement à réfléchir cette question en ce sens et nous montrent en fait ce caractère mouvant de l'identité que nous, peut-être particulièrement, que nous, nous membres de la classe moyenne supérieure française, on va dire, on n'envisage pas du tout les choses de cette manière-là et on est très attaché aux notions d'identité de manière très fixiste, quoi. Mais alors que eux, de par leur situation minoritaire dans des pays desquels ils sont citoyens, ressortissants, mais toujours face quand même à une majorité de par leur situation, de par leurs conditions de vie, de par leur renvoi systématique et courant à une identité, je ne sais pas comment dire, à des caractéristiques identitaires négatives, stigmatisantes, mais aussi homogénéisantes, ça fait réfléchir justement à tout ça. Et en fait, justement, précisément parce que les Roms, ou ceux qu'on appelle comme ça, sont toujours renvoyés à cette étiquette identitaire qui est définie de l'extérieur de manière négative et homogène. De l'extérieur, ils sont tout le temps ramenés à ça, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. On explique tout par ça, par cette identité qu'on leur attribue de l'extérieur. Eux, face à ça, ils passent eux. Alors, c'est qui ce eux? C'est en tout cas moi, les personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai trouvé et ça m'a frappé, qu'ils passaient beaucoup de temps face à cela, comme une sorte de réaction en fait. Ils passent beaucoup de temps à se différencier les uns des autres, en s'appuyant sur d'autres marqueurs identitaires, en s'appuyant sur d'autres éléments qui, eux, considèrent comme ayant plus de sens, en fait, pour ce qui est de l'ordre de leur sentiment d'appartenance ou de leur identification. Et je pense qu'on peut vraiment le lire comme un effet, en fait, de cette assignation identitaire homogénéisante et stigmatisante, hein, et ils essayent de s'en extraire, ils essayent d'échapper aux stigmates en mobilisant d'autres. Et en même temps, ce qui nous montre aussi, c'est que ça ne fait pas sens. Nous, ce qu'on crée, c'est une sorte de métacatégorie hyper large là, de Roms, de Tziganes, ou même quand on parle de minorité Roms au niveau européen. Enfin, c'est toujours les autres qui parlent de ça, quoi. C'est toujours de l'extérieur qu'on en parle. Oui, c'est ça. En fait, c'est une catégorie qu'on pose sur des choses qu'on comprend pas forcément bien, qui se ressemblent des fois ou pas toujours, et ça embrasse à l'intérieur une diversité d'êtres humains, de groupes humains qui sont finalement assez différents, quoi. C'est à Autun, en tout cas, c'est le travail qu'on fait depuis 1 an et demi. Ça nous permet de regarder ça aussi, de voir comment les ressortissants bulgares à Autun souhaitent se définir ou pas, hein, voilà. Et il y en a plein qui ont eux-mêmes leur propre catégorie de Roms qui sont des autres, qui sont pas eux. Et du coup, voilà, il y en a qui vont dire qu'ils sont turcs, il y en a d'autres qui vont dire qu'ils sont turco-bulgares. Enfin, on en a déjà parlé à d'autres reprises. Mais c'est là qu'on voit qu'il n'y a rien de fixe, ça bouge, et ça bouge aussi avec l'histoire des pays, l'histoire l'histoire politique de ces minorités, évidemment, quoi. Alors toi, tu es allé là-bas, en Bulgarie, tu as fait ton terrain de recherche. Donc tu as été à Pazardzhik, notamment. Tu peux nous raconter un peu comment c'est là-bas, comment ça a été pour toi, à quoi ça ressemble, comment on mange, comment ça se passe? Waouh, alors là c'est un challenge quand même d'arriver à vous faire rentrer dans un univers juste par des mots.
Donc moi, mon terrain de recherche, là, sur cette recherche, était principalement quand même en France. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de suivre certaines familles dans leur mobilité transnationale lorsqu'elles effectuaient des séjours dans leur pays d'origine, en Bulgarie, et donc dans leur quartier ou dans leur village d'origine. Et en vivant, en vivant chez eux, en fait, auprès d'eux. Donc je suis allée à Pazardzhik, je suis allée à Peștera, dans ces quartiers qu'on appelle des mahallas. Mahalla, c'est un terme d'origine turque qui est utilisé aujourd'hui en bulgare pour désigner en fait des quartiers monoethniques. À la base, en turc, c'est un terme qui est utilisé pour désigner des quartiers monoethniques. Aujourd'hui, en Bulgarie, c'est utilisé pour désigner des quartiers pauvres, enclavés, de mauvaise réputation. Et en fait, on suggère que les habitants sont roms, ce qu'on dit de l'extérieur. Mais en réalité, ce qu'on observe de près en allant dans ces quartiers, c'est que les gens, encore une fois, ne se définissent pas que par cette caractéristique-là, hein, et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient comme turcs, ou qui parlent turc, ou qui s'identifient comme musulmans, ce qui est lié à l'histoire du pays, comme tu le rappelais tout à l'heure, puisque la Bulgarie a fait partie, on va dire, de l'Empire ottoman pendant 5 siècles. Et donc forcément ça a laissé des traces, puisqu'il y a eu toute une politique de conversion poussée, on va dire, à l'islam. Et donc aujourd'hui, les Turcs sont la première minorité du pays et sont reconnus en tant que tels, hein, officiellement, en tant que minorité ethnique. Et voilà, donc en fait, ces quartiers qu'on appelle mahalla, qui sont des quartiers pauvres, pour le dire rapidement, dans lesquels vivent des personnes qui appartiennent à des minorités ethniques, qui sont principalement roms ou turcs, mais aussi, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi des Bulgares non roms et non turcs qui habitent dans ces quartiers, tout simplement parce qu'il y a des mariages mixtes et qu'en fait, c'est des quartiers populaires pauvres, quoi. Oui, on va dire ça. Et alors, dans ces quartiers, c'est pareil, une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on parle de quartiers dans certaines villes dans lesquelles il peut y avoir 10 000 habitants. Enfin, ah oui. En fait, ces mahallas, elles existent dans toutes les villes et tous les villages, quasiment. Donc, même dans un village de 500 habitants, il y a une mahalla. Et donc, qu'est-ce que c'est? À première vue, c'est un quartier séparé du reste de la ville ou du village, séparé de manière géographique. Hein, généralement, il peut y avoir une route, un chemin de fer, un champ qui sépare, ou même parfois un mur. Hein, c'est le cas dans plusieurs villes en Bulgarie. Les quartiers roms, les mahallas sont emmurés, sont entourés de murs. Bon, et dans ces quartiers-là, à quoi ressemblent les habitations? C'est là aussi extrêmement varié. Il ne faut pas penser, ce qui pourrait être peut-être le premier mouvement qu'on peut avoir, il ne faut pas penser que ces quartiers-là ressemblent aux squats ou aux bidonvilles qu'on peut voir ici en France, par exemple. Pas du tout, hein, c'est des maisons. Parfois, c'est des immeubles aussi, notamment à Pazardzhik. Dans la mahalla de Pazardzhik, il y a beaucoup d'immeubles, mais qui peuvent aussi coexister, on va dire, avec des petites cabanes, de l'habitat autoconstruit. Et en fait, il y a une grande diversité socio-économique des habitants dans ces quartiers. Il y a des riches, il y a des pauvres. Même si de l'extérieur, on le perçoit comme des quartiers pauvres, les gens, entre eux, encore une fois, ils n'ont de cesse de se différencier et de se positionner les uns par rapport aux autres, et notamment de se positionner via le logement et ce qu'on peut afficher dans le logement. Et donc, on peut voir des maisons à 3 étages, comme on peut voir une petite cabane qu'on pourrait voir dans un bidonville en France, par exemple. Toi, tu disais aussi que dans les mahallas, il y avait une espèce de hiérarchie, en fait. C'est pas un espace où tout est posé comme ça, n'importe comment. Il y a aussi un mode d'habitat qui fait qu'il y en a qui habitent à certains endroits, d'autres dans les hauteurs, etc. Oui, là, par exemple, c'est le cas de la mahalla Ediveren à Peștera, qui est construite sur une colline qui est à côté de la ville. Hein. Donc c'est Peștera, mais c'est, on va dire, les faubourgs de Peștera, un genre de faubourg. En fait,
même la colline en question, en fait, c'est la déchetterie de la ville de Peshtera. Et donc la déchetterie, précisément, elle est située tout en haut de la colline. C'est une déchetterie comme il y a beaucoup en Europe de l'Est, des déchetteries à ciel ouvert, donc dans lesquelles on brûle les déchets. Et tout autour de cette colline, il y a des maisons, des habitations. Et c'est le quartier Rom, c'est la Mahalla d'Eddie Verren. Et donc, il y a toute une hiérarchie, une stratification en fait socio-économique qui se retrouve là dans l'habitat, puisque plus on est pauvre, pour le dire rapidement, plus on habite en haut, donc proche de la déchetterie, et donc dans cette fumée constante de déchets brûlés, et plus on est riche, entre guillemets, même si tout est relatif, évidemment, on habite en bas et on voit vraiment, en montant, en traversant la Mahalla, on voit les maisons, les habitations qui se modifient, en fait. Je te racontais qu'on avait discuté avec un groupe de jeunes bulgares pendant un atelier socioculturel qui était mené par la ville d'Autun. Ils parlaient justement ils disaient que dans leur quartier, il y a des endroits où il fallait pas aller, c'était là où c'était sale. Parce qu'il y avait, il pouvait apparaître des fantômes, c'était dangereux. Et en t'écoutant, je me dis qu'en fait, ils parlaient du haut, là, de cet endroit où il y a les déchets, où c'est sûrement dangereux d'être aussi, parce que c'est effectivement, s'il y a les fumées, ça doit être assez irrespirable, et puis faut pas trop y traîner, quoi. Et donc, c'est ce qu'ils racontaient, ça me faisait vraiment penser à ce qu'on disait ici aux enfants pour pas qu'ils aillent se pencher au-dessus du puits ou tout ça. Il y a comme des endroits comme ça où les enfants ont peur d'aller, et c'est bien parce que ça les préserve un peu, quoi. Oui. Et encore, ça dépend des familles, parce qu'il y a des familles qui tirent leur subsistance de la fréquentation au quotidien de cette décharge. Puisque, voilà, ils vont chercher des choses à ramener. C'est comme de la fouille de poubelle en Europe de l'Ouest, quoi. C'est la même chose. Enfin, on trouve moins de choses dans la décharge. C'est ça la différence quand même. On trouve beaucoup plus de choses dans les poubelles de l'Ouest de l'Europe. Mais donc c'est quand même fréquenté, mais pas par toutes les familles. C'est encore une fois les plus pauvres et celles qui ont peut-être moins d'autres possibilités. Et il n'empêche que oui, c'est vrai que c'est assez particulier, cette ambiance, cette atmosphère que crée cette fumée permanente. Puis il y a des chevaux, il y a des poules, il y a des chiens qui sont aussi dans cette décharge là. Donc et je pense que la nuit, ça doit être ça doit faire peur. Ouais, ça doit faire peur. Et donc toi, tu as vécu un peu dans ce quartier-là, par exemple, à Eddie Verren, tu y es allée Ouais, j'y suis allée quelques jours. Je suis plus restée un peu plus de temps du côté de Pazardjik et des villages alentours. Mais Eddie Verren, oui, j'y suis allée quelques jours où j'habitais à mi-chemin, je dirais, entre le haut et le bas de la Mahalla. Ouais. Et toi, ça t'a aidé à comprendre des choses comme ça, de vivre avec les personnes que tu avais suivies depuis Bordeaux. Ça t'a aidé à comprendre en voyant comment on vivait là-bas? Ouais. Ah bah oui, c'était précieux. Enfin, pour moi, c'était nécessaire déjà pour comprendre comprendre qui sont les gens et pourquoi ils viennent, de comprendre leurs conditions de vie au départ, en fait. Enfin, oui, à quoi ressemble leur vie avant de décider de quitter leur pays pour un temps. C'était nécessaire, et j'ai pu me rendre compte de ces vies dans ce que j'appelle, moi, un entre-soi, finalement, dans ces quartiers, puisque on l'a pas dit, on parlait que des habitations, mais dans ces quartiers, il y a aussi de manière générale, ils sont quand même caractérisés par une sorte de désengagement des pouvoirs publics, puisque, d'ailleurs, c'est la grande blague, c'est ce que tout le monde dit, enfin une blague qui n'en est pas une d'ailleurs, mais les gens disent là-bas, tu reconnais quand tu rentres dans une Mahalla, parce que soit le goudron s'arrête, il n'y a plus de bitume, ou soit il y a des trous énormes dans l'asphalte qui ne sont jamais rebouchés, qui ne sont jamais, voilà, mais vraiment des trous impressionnants. Et le fait qu'il n'y ait pas d'asphalte dans plein de Mahalla, c'est pas anodin non plus, parce que en Bulgarie, il peut faire moins 30, moins 40 l'hiver, et quand la neige fond, ça fait qu'il y a plusieurs mois comme ça d'entre-deux entre l'hiver et l'été, où c'est de la boue, c'est que de la boue en fait, et donc c'est hyper difficile de se déplacer
il faut s'organiser, il faut mettre des palettes, il faut mettre il y a toute une débrouille au quotidien pour pouvoir juste sortir de chez soi et se déplacer pour pouvoir marcher dans la boue sans s'en mettre partout, quoi. Donc ça paraît être des détails, mais en fait c'est quand même ça montre une vie quotidienne dans un entre-soi où en fait on peut pas compter sur l'État. Mais comme on ne peut pas compter sur l'État non plus, parce qu'en fait, dans ces quartiers-là, l'État est peu présent, voire est complètement absent. Bon, peut-être c'est un peu fort de dire complètement absent, mais il y a des écoles dans ces quartiers, parce que c'est des écoles de quartier, mais il n'y a pas d'autres services publics, quoi, à part des écoles. Et il y a des magasins d'alimentation, mais qui sont tenus par des gens du quartier. Ce qui est hyper important d'ailleurs pour les gens du quartier, parce que c'est un peu des magasins des gens du quartier pour les gens du quartier, ce qui permet en fait là aussi un entre-soi économique, puisqu'il est possible de faire crédit, d'acheter à crédit. Donc le système des ardoises est hyper courant, ce qui ne serait pas possible à l'extérieur du quartier. Mais là voilà, on sait de quelle famille il s'agit, donc on paye quand on peut. Point. Et donc c'est cet entre-soi. En fait, tout repose sur cet entre-soi. Il y a des cybercafés aussi. Alors peut-être qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui parce que c'est plus nécessaire et que tout le monde a des téléphones portables ou des ordis ou des tablettes ou quoi qui permet d'être relié avec des gens qui sont loin et qui habitent loin. Mais on a vu l'apparition de cybercafés avec cette nouvelle dynamique migratoire depuis l'entrée dans l'Union européenne ou la levée de visa juste avant pour rester en contact avec les proches qui partent loin aussi. Mais voilà. Mais sinon, vraiment mais pareil, ces cybercafés sont tenus par des gens du quartier pour des gens du quartier. Et en fait, il est très rare de voir d'autres personnes qui n'habitent pas dans la Mahala y venir ou la traverser. Ouais. Ça se traverse pas. Ou fournir un service pour les gens de la Mahala. Ouais. Non. Et est-ce que tu peux, là, du coup, depuis hier, on se promène un peu à Autun, on a rencontré des personnes qui travaillent à Autun pour que tu prennes connaissance un peu du contexte autunois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé à Bordeaux, quelle était la situation en fait quand tu as commencé ton travail? Alors j'ai commencé la recherche au moment où vraiment il y avait une volonté de mise en œuvre d'une politique locale pour agir vraiment c'était agir sur cet habitat précaire. Donc sur le problème, c'était pas tant juste la présence de Bulgares, mais c'était la présence de Bulgares dans ces habitats précaires trop visibles dans la ville. Donc il y avait une question quand même vitrine qui était le moteur. Il y avait la question vitrine et la question salubrité, on va dire, publique, mais qui était moteur de l'agir politique. Et ce qui a fait que en fait, toute la politique publique locale s'est mise en œuvre autour de la résorption de l'habitat dit insalubre et perçu comme tel, l'habitat précaire. Parce que en fait, les squats et bidonvilles étaient perçus comme des poches de précarité trop visibles dans une ville qui essaye pour qui la vitrine, encore une fois, est importante, quand même, je pense. Et donc, il y avait ça. Donc, ce qui a été mis en avant, il y avait aussi la question des incendies potentiels qu'il pouvait y avoir dans les squats, les bidonvilles, donc la protection des habitants. Et face à en fait, ce nombre, au niveau du nombre, en gros, il s'agissait, selon les périodes, entre 600 et 1000 habitants de Roumanie et de Bulgarie identifiés comme Roms et habitants dans ces squats et bidonvilles. C'était considéré, ils étaient considérés comme précaires. Encore une fois, j'insiste là-dessus, et c'est aussi au nom de ça qu'ont été mises en place des actions visant à les sortir des squats et des bidonvilles et les intégrer, pour certains d'entre eux, à la société française. Donc, c'était vraiment, c'est là-dessus que s'est construite politiquement les choses localement, c'est-à-dire qu'il y avait un travail partenarial entre la préfecture, la communauté de communes, la communauté urbaine et la ville,
Et ce qui a été utilisé comme outil, c'est une MOUS, donc une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, donc qui est un outil un peu classique, qui vise à éradiquer l'habitat insalubre et en accompagnant socialement les habitants à autre chose, pour pouvoir accéder à une autre vie considérée comme plus digne. Je prends beaucoup de pincettes parce que moi, avec la posture ethnologique qui était la mienne, j'ai questionné d'emblée tout ça. J'ai questionné le fait que on les définisse comme étant précaires parce qu'ils habitaient dans ce type d'habitat. Et en fait, ce qui m'a permis d'aller vraiment de questionner ça, c'est de côtoyer les personnes qui étaient ces personnes-là en situation de migration et de les côtoyer aussi dans leur pays d'origine, parce que ça a fait relativiser beaucoup de choses sur cette notion de précarité. Et ça permet ça forçait en fait à se décaler et à se décentrer en disant, au final, pour eux, c'est pas du tout une précarité. Au contraire, s'ils viennent ici et même en vivant dans ces conditions de vie qui nous paraissent précaires et indignes, etc. Pour eux, c'est, je vais pas dire l'Eldorado, mais c'est quand même un choix déjà, un acte posé qui consiste à quitter son pays pour habiter ailleurs, peut-être dans des conditions d'habitat moins bonnes que celles qu'ils connaissent dans leur pays d'origine, mais avec plus d'opportunités économiques. Donc, la précarité, mais ils font ça parce que l'idée c'est quand même de gagner de l'argent, donc pour vivre mieux. Donc la précarité, tout de suite, ça m'a quand même questionné, et donc j'ai analysé après tout ce projet d'intégration qui a été mis en place. La spécificité de ce projet-là, c'était quand même qu'il y avait une sélection des familles dans l'idée de dire ok, on veut bien en accueillir, on veut bien prendre notre part, en gros, on veut bien en accueillir certains de ces migrants, mais pas tous, parce que c'est un peu la rhétorique de l'immigration choisie en fait, en disant on va accueillir que ceux qui veulent vraiment rester. Et donc il y a eu toute la politique locale a été vraiment basée là-dessus, sur cette identification de ceux qui voulaient vraiment rester. Et donc il y a eu vraiment ce processus de tri, en fait, de sélection des migrants basé sur plusieurs critères, et notamment le critère premier, c'était la volonté d'intégration. Puis il y avait d'autres critères comme l'employabilité, la maîtrise de la langue française, la scolarisation des enfants, plein de critères qui étaient censés montrer une certaine motivation à l'intégration. Et c'était vraiment dans un contexte où, au niveau médiatique, on entendait beaucoup parler de ces migrants roms vivant en squat. Et il y avait eu la question de leur volonté d'intégration était souvent remise sur le devant de la scène, et notamment par le ministre de l'Intérieur qui était Manuel Valls à l'époque, qui avait dit notamment, qui disait de manière quand même très claire, les Roms de manière générale, n'ont pas vocation à rester en France, puisqu'ils n'ont pas vocation à s'intégrer, il faut qu'ils retournent chez eux. Donc c'était dans ce contexte-là où, parce qu'on les identifie comme Roms, et parce que derrière, avec tous les stéréotypes qui sont accolés, qu'on les identifie comme très précaires, comme itinérants, nomades aussi, on les renvoie à ce nomadisme supposé tout le temps, alors qu'ils ne sont pas du tout nomades, ils sont complètement sédentaires depuis toujours dans leur pays. Et en fait, donc avec ce déficit d'intégration qui les caractériserait, et qui est aussi lié au fait que dans toute interaction, dans tout face-à-face aux institutions et aux associations ici en France, ça marche pas. Ça colle pas, ils rentrent pas dans les cases, on n'a rien à leur proposer, ça correspond jamais à leur situation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on en fait en fait ? Soit ils retournent chez eux, ce qui a été mis en place, des politiques de rejet au niveau national avec des obligations de quitter le territoire français qui étaient délivrées, avec des expulsions de squats et de bidonvilles régulières, ou soit autre option, et c'était le cas dans plein de projets dits d'intégration de ces migrants, on trie sur le volet les plus motivés, et on va tenter de leur inculquer les codes
pour s'intégrer dans la société française. Et donc c'est ça que j'ai analysé, j'ai essayé d'analyser vraiment de près, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on attend des gens, qu'est-ce qu'on leur propose en fait et à quel prix on les accepte en fait. Et ce que j'ai mis à jour, c'est vraiment une transformation nécessaire. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on entend par intégration, déjà, c'est quand même, ça relève grandement de l'assimilation. C'est-à-dire que, ok, on veut bien vous intégrer, mais déjà, il faut montrer patte blanche, il faut avoir envie de nous ressembler, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut dire et qu'on attend de vous. C'est une mise en conformité, de rentrer dans nos normes à nous, en fait. Après, c'est assez subtil parce que c'est vrai que les professionnels qui travaillent en face à face avec les publics qui arrivent, migrants, bulgares ou pas, mais à Autun, là on parle du sujet des ressortissants bulgares, ils ont des cases à cocher, en fait. Ils ont des missions à remplir. Et puis c'est à ça qu'on évalue si ce sont des bons professionnels ou pas. Donc du coup, cet effet-là effectivement de mettre en conformité les gens avec ce qu'on attend de leur mission, c'est un peu le fait de tout dispositif public, quoi. Et quelque part, ce qu'on a trouvé, ce qui est intéressant, ce que tu as observé à Bordeaux et ce qui s'observe à Autun aussi, c'est que des personnes qui, d'une part, ne parlent pas français, d'autre part, n'ont pas eu accès beaucoup à l'éducation, d'autre part, n'ont pas de ressources économiques, et d'autre part, sont sédentaires, mais par contre, peuvent repartir en Bulgarie, revenir, en fait, sont libres de leur circulation parce qu'on est dans le territoire européen, accumulent beaucoup de particularités qui sont rarement réunies par rapport à d'autres personnes qu'on va accueillir. Et du coup, ça met en échec toute une série de dispositifs, de manières de travailler, de politiques publiques, etc. Donc les professionnels, à un moment, et ça nous était dit hier par une enseignante, à un moment, soit on accepte d'être en échec et puis de baisser les bras. Puis du coup, c'est un peu quand même un peu déprimant comme situation. Soit on se dit, allez, faut se bouger, quoi, tant pis, on va essayer autre chose. Et il y a beaucoup de professionnels que moi j'ai entendus à Autun qui ont eu, il y a la première année, la deuxième année, puis petit à petit on est un peu résigné, puis au bout d'un moment on arrête d'être résigné, puis on se dit c'est pas possible, on va pas se satisfaire de ça. Et du coup ça amène beaucoup de gens à essayer autre chose, à se décaler un peu, à proposer qu'on fasse un dispositif un peu différent, à proposer que peut-être les règles qu'on s'est données sont plus tout autant adaptées qu'il y a 20 ans à la société française ou à la société locale. Et cette dimension-là, du coup, elle est intéressante dans l'accueil de ces migrants. Ouais, c'est hyper intéressant, mais ça demande beaucoup de courage. Alors peut-être qu'à Autun, vous avez bien déjà travaillé cette question-là en ce sens et c'est tout à votre honneur parce que c'est pas facile et que c'est en fait plus simple. En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est quand même plus facile ou alors c'est le premier mouvement, le premier réflexe, plutôt que de se questionner sur ses pratiques et sur essayer d'envisager son cadre professionnel comme étant peut-être pas toujours ajusté et essayer de voir comment et est-ce qu'il est possible de le modifier et comment. C'est quand même plus facile de reporter la responsabilité et la faute de l'échec sur la personne et ses caractéristiques en question. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on tourne en rond toujours aussi, particulièrement avec certains publics, comme les Roms. On tourne en rond dans le sens où on les pointe toujours depuis des siècles comme ayant un déficit d'intégration, parce que c'est la même chose en Bulgarie qui se passe. Mais ce serait de leur faute. Toujours au final, parce que c'est eux qui correspondent pas, qui font pas les choses bien comme il faut et c'est pour ça que je dis que je trouve qu'il faut beaucoup de courage et peut-être d'accompagnement aussi et de lucidité et il faut être peut-être prêt ça demande en tout cas d'être prêt à se questionner, à s'interroger, à envisager les choses dans leur complexité et non pas à simplifier tout le temps pour parvenir à faire ce pas de côté, là, à se décaler un petit peu pour essayer d'envisager des solutions, en fait, ou comment on peut faire avec sans se dire c'est toujours l'autre en face qui
qui fait que ça marche pas? Alors, par exemple, le 1er juillet, la dernière fois qu'on a fait un atelier de formation dans le cadre de cette recherche, on a voulu aller un peu plus loin sur la question de l'emploi. Et on avait fait un certain nombre d'enquêtes en fait dans les milieux forestiers. Et puis avec les gens qui étaient là dans l'atelier, on a analysé en fait ces carnets de terrain. Donc on a pu voir, il y avait un patron français qui expliquait que finalement les Bulgares, ils avaient du mal à créer des liens avec eux, ils les connaissaient pas bien, il n'y avait pas de familiarité. Il racontait aussi que ils travaillaient, mais ils travaillaient peut-être moins bien que les ouvriers non qualifiés d'avant qui étaient turcs, mais bon. C'était quand même l'économie s'était refaite comme ça, mais surtout c'est pas eux qui embauchaient les Bulgares, c'est ça qu'ils nous expliquaient, c'est qu'eux ils embauchaient des prestataires qui embauchaient les Bulgares. Et dans cet atelier on a aussi étudié un extrait de carnet de terrain où c'était un chef d'entreprise bulgare qui avait monté lui-même sa société de bûcheronnage et qui était prestataire de ces gens. Et lui, il nous disait, il n'avait pas du tout le même regard sur la situation. Il disait qu'il y avait beaucoup d'accidents du travail et que c'était problématique. Il disait qu'ils n'étaient vraiment pas beaucoup payés. Parce que effectivement, quand on a des prestataires de prestataires, au bout d'un moment, forcément, il faut que chacun ait sa commission sur la situation. Donc, il racontait ça. Il racontait aussi comme la solidarité, ça restait entre eux, ça restait quelque chose de très important. Les fêtes, par exemple, le moment de pouvoir s'offrir des cadeaux, etc. Enfin, voilà. Et ce qui avait été très remarqué par l'Assemblée, c'est que ce monsieur, en fait, il savait pas lire et pas écrire et qu'il avait monté son entreprise quand même. Et du coup, c'était difficile dans nos schémas, en fait, de donner une place, en fait, à cette réussite sociale-là, parce que c'en est une. Voilà, mais c'est pas passé par le fait de savoir lire et écrire, quoi. Oui, mais je pense qu'on est prisonnier de plein de choses, en fait, comme ça, un peu prisonnier de schémas de pensée ou par exemple, ce que tu dis là, le fait que on a du mal à envisager la réussite par d'autres chemins. Enfin, déjà, c'est quoi réussir en fait? Peut-être qu'il faudrait commencer par se questionner là-dessus. Est-ce qu'on a une réussite sociale ou économique, c'est la même chose pour tout le monde? Ou alors une vie réussie, une vie bonne? Qu'est-ce que c'est en fait? À quoi ça correspond? Est-ce qu'on vise tous et toutes les mêmes choses? Et en fait, je pense que si on creuse un peu, ça nous fait nous poser ces questions-là. Le patron, par exemple, lui disait que pour lui, c'était assez nouveau. Enfin, les chefs d'entreprise français, il disait que quand les Bulgares ont gagné une certaine quantité d'argent, après, ils arrêtent de travailler parce qu'ils en ont assez. Ils cherchent pas à gagner plus. Et pour eux, c'est un schéma nouveau. En fait, ils avaient jamais eu de travailleurs qui faisaient ça avant. Donc, c'est sûr que la question de c'est quoi vivre bien, là, ça perturbait un peu les employeurs, quoi. Ouais, parce que là, ça questionne aussi notre rapport à l'argent. Et nous, on économise. Enfin, nous. Là aussi, c'est pas le nous, il n'existe pas en fait. Mais peut-être que dans notre société, et encore dans une partie de notre société, on nous a inculqué le fait que quand on avait de l'argent, c'était bien quand même de l'économiser. C'était bien de mettre de côté pour prévoir, pour s'assurer des choses. C'est le principe aussi de l'assurance, etc. Là, on a affaire à des gens qui n'ont pas d'assurance, qui ont l'idée même de l'assurance. Ça parle pas. En fait, on a affaire à des gens qui sortent du communisme de début 90, ou une période pendant laquelle tout le monde avait un boulot, tout le monde avait un emploi, ils travaillaient pour l'État, et que ce soit à la ville ou à la campagne, dans des fermes ou dans des usines. Et du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et il n'y avait plus rien, et il n'y avait plus de travail. Et depuis, il y a quand même plus de travail, particulièrement pour les populations déjà un peu plus marginalisées et précarisées. Et donc, ça dit beaucoup de choses sur le rapport au travail, le rapport à l'argent. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, l'idée, c'est d'avoir de l'argent, de travailler au sens de suer, en fait, pendant un temps pour accumuler une certaine somme d'argent. Puis après, quand on a cet argent, on en profite.
Et puis quand on n'en a plus, eh ben on va re-suer pour pouvoir en profiter à nouveau, en fait. Et est-ce que justement, ce schéma-là, qui est un schéma de rapport à l'argent, qui est peut-être pas généralisable à tous non plus, bien sûr, mais est-ce que ça et le fait aussi, par exemple, que du coup, ça devient des travailleurs pour des boîtes qui vont être prestataires d'autres boîtes, qui vont être prestataires d'autres boîtes, ça c'est des schémas que tu as vus à Bordeaux ? Oui, c'est des schémas qu'on retrouve, oui, particulièrement auprès de migrants bulgares qui parlent le turc, puisque ils sont souvent en lien avec des Turcs de Turquie, donc des migrants ou descendants de migrants qui parlent le turc aussi, mais qui viennent pas de Bulgarie, qui viennent de Turquie, et notamment dans une dimension économique, en fait. Et c'est donc un petit peu ce que tu disais avec certains de ces sous-traitants qui étaient turcs ici. C'est exactement la même chose que j'ai pu observer à Bordeaux dans le milieu du bâtiment. Puisque à Bordeaux, beaucoup d'hommes bulgares travaillent sur les chantiers. Là aussi, dans des situations plus ou moins régulières, mais à chaque fois, ils sont embauchés, quelle que soit la régularité de leur situation, ils sont embauchés par des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Et ça avait commencé avec le tramway. Alors, c'est une rumeur que j'ai pas pu la vérifier parce qu'il y avait trop d'étages de sous-traitance aussi. Et sur la construction du tramway à Bordeaux. C'est peut-être ce qui serait l'origine de la venue des Bulgares à Bordeaux, mais voilà, invérifiable à l'heure actuelle, en tout cas par moi. Et c'est la même chose après dans le bâtiment. Et donc, on peut observer, il y a des zones dans la ville qui sont des zones officieuses, en fait, où les hommes vont se regrouper le matin en attente du travail journalier. Donc, vers 5h, 6h du matin, dans l'espoir d'être embauchés à la journée. Ou plus, tant mieux. Mais voilà. Et en fait, ils sont embauchés par qui ? Ils sont embauchés par des Turcs qui, souvent, pas que, mais souvent, qui sont aussi parfois des personnes qui vont leur proposer un logement. Donc, ça peut être vu comme un 2 en 1 confortable de leur point de vue dans une certaine mesure parce que le patron propose aussi un logement et donc en fait c'est simple. Et des fois, il y en a qui arrivent de Bulgarie avec cette formule en fait déjà validée, quoi. Mais après, ça pose un certain nombre de questions sur les conditions même à la fois d'emploi et de logement, puisque souvent les familles sont par exemple plusieurs à être logées dans le même appartement sans l'avoir choisi et dans des conditions d'insalubrité particulière quand même, particulièrement forte, on va dire, l'insalubrité, et en payant un salaire, ou d'ailleurs un loyer qui est souvent prélevé sur le salaire. Donc ça pose un certain nombre de questions, et en tout cas c'est un schéma qu'on retrouve ici. Et je rappelle, parce que c'est important, en fait, en France, les seuls employeurs qui peuvent prélever un loyer sur le salaire, c'est dans le milieu agricole, pour des logements qui sont directement limitrophes aux exploitations agricoles, dans les vignes par exemple, etc. Et c'est très réglementé en fait. Dans tous les autres cas, c'est illégal. C'est pas une situation légale, quoi. Du coup, c'est des schémas quand même qui se ressemblent. Toi, tu parlais aussi effectivement de ces vies transnationales, c'est-à-dire que les Bulgares qui étaient à Bordeaux, il y avait des systèmes comme ça d'aller-retour pour rejoindre la Bulgarie, revenir à Bordeaux quand on voulait dépenser de l'argent ou quand on voulait en regagner. En faire à Bordeaux. Ou en regagner, c'est ça. Et puis, du coup, nous, on essaye de voir en fait à Autun, donc c'est l'accueil des ressortissants bulgares date de, on essaye de l'identifier, 12 ans, quelque chose comme ça, un peu plus, et de voir un peu comment les choses évoluent. Positivement pour les uns et les autres. Alors bien sûr, il y a toujours, on voudrait toujours que ça soit mieux. C'est toujours insatisfaisant parce que ça nous fait, ça change les cadres en fait. Voilà. Et donc on n'est jamais sûr de faire ça bien et puis les ressortissants bulgares, pour certains, quand on peut accéder à leur vision des choses.
bah voilà, il y en a qui sont qui notent en fait l'amélioration de leurs conditions. Il y en a d'autres qui se satisfont en fait du présent, c'est-à-dire que encore une fois, c'est dans nos schémas à nous de voir un truc qui se poursuit. Le fameux projet. Voilà, eux ils font avec en fait, c'est-à-dire bah là c'est comme ça, là c'était comme ça, mais là c'est comme ça, puis là ça sera comme ça. Et c'est une manière aussi de faire avec ce qui arrive, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas tous dans un schéma de progrès, en fait. Hein, c'est ça aussi, quoi. Du coup, hier, c'était intéressant. On a eu une longue discussion avec une enseignante. Voilà, et très précise. On a bien, voilà, une enseignante qui connaît très bien ses élèves, qui a beaucoup d'élèves bulgares depuis plusieurs années, donc qui a ce regard sur comment les choses évoluent, comment les choses progressent, qui elle-même nous a expliqué la nécessité qu'elle a eue de se repositionner dans son travail pour que les choses avancent. Elle nous disait, le jour où j'ai lâché sur le fait de vouloir avoir des résultats tout de suite, ça a été beaucoup mieux. Le jour où je me suis remise dans le long terme en me disant que l'éducation, c'est un travail pour le long terme, ça allait beaucoup mieux. Ça m'a beaucoup... ça m'a fait avancer avec beaucoup moins d'angoisse et en étant beaucoup plus sereine dans les apports pédagogiques que je pouvais apporter. Et elle nous a donné un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, en fait, qui sont peut-être pas souvent connus. Elle nous disait, par exemple, moi, j'ai souvent à la rentrée des mamans bulgares qui me disent ce serait bien si il n'était pas dans une classe avec des autres bulgares. Et alors, moi, j'avais pas eu beaucoup de retours comme ça, mais toi, c'est des mots que tu as déjà entendus, ça, de la part de ressortissants d'une communauté, ou etc., de dire, non, mais moi, j'aimerais bien qu'ils soient pas mélangés avec les autres comme nous. Ce serait mieux. Oui, c'est des choses que j'ai déjà souvent entendues, mais je pense qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs analyses en fait qu'on peut faire de ces propos-là. Peut-être que d'une part, ça renvoie aussi à l'injonction à l'intégration, telle qu'ils la perçoivent aussi, cette injonction à l'intégration, en tout cas telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est diffusée institutionnellement et étatiquement, mais qui nécessite une individualisation. Parce que c'est beaucoup là, on parle de familles qui vivent dans leur pays d'origine à plusieurs générations, des fois dans une même maison, parce que c'est comme ça que ça se fait, parce qu'on vit, il faut bien des enfants qui restent vivre une fois mariés avec leurs parents pour prendre soin d'eux, et donc c'est pas rare qu'il y ait plusieurs générations qui cohabitent. À l'arrivée en France, dans le cadre de logement ou de relogement en habitat social, c'est plus possible. Par exemple. Donc ça, et ça fait partie, c'est ce qu'on leur présente comme étant un préalable à leur intégration. Donc ça aussi, cette individualisation, le fait de ne pas se donner à voir comme étant une communauté, ce qu'on appelle une communauté de l'extérieur, en tout cas, je pense que ça peut répondre aussi à cette forme d'injonction là qu'ils sentent fortement. Mais il me semble aussi, dans un autre registre, que ça dit beaucoup de choses sur finalement sur la volonté, de ne pas être perçu. La volonté de s'extraire en fait du groupe, de cette hypothétique communauté, et de s'extraire de cette vision, encore une fois, homogénéisante, et de pouvoir donner plus de chance à la rencontre aussi avec d'autres, parce qu'on sait que quand on est en groupe, avec nos semblables, on reste avec nos semblables, alors que on peut tous en faire l'expérience, par exemple en voyageant à l'étranger, si on voyage en groupe de gens proches de nous et qui nous ressemblent, ou si on voyage tout seul, forcément, on va quand même rencontrer beaucoup plus de gens si on voyage tout seul. Et c'est la même chose, c'est un peu en voyage dans l'école, dans un univers inconnu. Et voilà, et ça permet, le fait de ne pas être avec d'autres Bulgares, ça permet aussi de
de ne pas rester dans cet entre-soi. Et donc, ça peut être vu comme une chance, soit dans une perspective de réussite quelconque ou de progrès dans l'apprentissage du français pour des parents, ou soit juste tout simplement pour pas faire de conneries, de pas être entraîné par d'autres semblables pour faire des bêtises ou des choses comme ça. Donc il y a ça aussi. Et en même temps, souvent, ce qu'on observe, c'est aussi quand, à l'école, quand est proposée une scolarité dans un établissement dans lequel il n'y a aucun autre bulgare, par exemple, c'est un refus, souvent. Là aussi, encore une fois, bien sûr, ça dépend des familles, mais on observe souvent un refus en disant bah non, il ne va pas être tout seul non plus. On ne peut pas le mettre tout seul. Donc, il y a comme un équilibre à trouver, en fait, entre le groupe et l'individu, et entre une forme de sécurité, de sécurisation par la présence des pairs et par le groupe, et en même temps des opportunités aussi peut-être permises par je sais pas comment dire, par le fait d'être immergé peut-être dans parmi d'autres en tout cas. En fait, on dit beaucoup qu'en Occident, on est devenu des sociétés très individualistes, etc. Mais en même temps, ce qui se passe, ce que tu racontes là, c'est qu'on a la possibilité de se fabriquer en tant qu'individu quand on est à l'école, quand on est au travail, quand on est dans différents espaces publics, c'est assez favorisé. Et que finalement, pour des gens qui ont vécu et qui ont été considérés comme des masses, en fait, hein, c'est des masses, des catégories homogènes de plein de gens là-dedans qu'on n'essaye pas d'identifier, c'est un travail de devenir des individus dans une société, quoi. Du coup, effectivement, ça peut pas se faire du jour au lendemain, et il y a des aménagements petit à petit qui se mettent en place, et c'est ça que ça fait travailler aussi l'accueil de ces enfants ou de ces familles-là. C'est comment nous on aménage la possibilité de devenir des individus sans non plus devenir seuls, quoi. En fait, c'est comment on devient des individus sans s'isoler des autres, en fait. Moi je dirais plutôt être reconnu comme individu plutôt que de devenir individu, parce qu'ils sont des individus. Oui, t'as raison. Non, mais c'est important de le souligner, parce que c'est vrai que de l'extérieur, et c'est parce qu'on insiste beaucoup sur cet aspect communautaire de ces personnes-là, et on dit il n'y a pas d'individu, il n'y a que le groupe, mais des stéréotypes qu'on peut retrouver par exemple sur le village africain, quoi. Bien sûr, ouais. C'est le village africain qui élève un enfant. Non, enfin, il y a aussi des individus derrière le village africain, quoi. C'est pas. Et en fait, c'est la même chose pour eux, pour ces personnes qui appartiennent à ces minorités ethniques-là. Justement, ce que je disais tout à l'heure au début, ils passent leur temps, eux, à se différencier les uns des autres et à affirmer leur subjectivité, leur particularisme. Et d'ailleurs, on le voit avec les surnoms. L'importance des surnoms, pour moi, ça révèle ça. Il y a des prénoms, et puis en plus du prénom officiel, ou des fois des prénoms, il y a un surnom. Et le surnom, ça va être la manière... Un surnom, ça évolue. Déjà, c'est pas le même, on n'a pas le même surnom tout au long de notre vie. Le surnom, il est lié à qui on est, à un événement qui s'est passé, à ce qu'on aime, à ce qu'on... En fait, c'est une manière de raccrocher, de valoriser l'identité de l'autre, ce qu'il est, ses particularismes, tout en le raccrochant au groupe, quoi. C'est entre ça, ça fait le lien entre la personne et le groupe. Ouais, et je trouve que c'est précieux, en fait, parce que ça, cette réflexion là-dessus que nous offre en fait la présence de ces migrants là, c'est une réflexion en fait sur l'équilibre entre l'individu et le groupe au sens de groupe familial ou autre genre de groupe. Après, on peut extrapoler, mais là, en l'occurrence, il s'agit de groupes familiaux qui font sens pour les personnes. Et eux, ils essayent de trouver un équilibre. Donc, ils sont déjà des individus, mais par contre, on peut les reconnaître. Et c'est ça qui se passe pour eux ici, à l'arrivée en France, et en vivant en France. C'est-à-dire que la nouveauté pour eux, c'est ça, c'est que dans les rencontres avec les services institutionnels, quels qu'ils soient, dans tous les guichets possibles et inimaginables, ils sont appréhendés comme des individus. Et ils sont considérés, on les regarde, on leur sourit, on leur parle, ils sont appréhendés comme des personnes. Ça paraît peut-être un peu
fou, exagéré de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Ils ne vivent pas ça en Bulgarie. D'accord. Oui, oui, donc c'est un vrai... c'est quelque chose qui est vraiment un changement significatif en fait à l'arrivée en France. Ah quoi. oui. Ben, merci Alexandra de cette discussion. Il y a plein d'autres sujets qu'on aimerait aborder avec toi, mais on va garder le contact pour que tu nous aides à bien comprendre des situations très précises. On a beaucoup de choses en fait qui ont été engrangées comme enquête et entretien et discussions ces derniers mois. Donc cet été, on va faire une petite pause pour les ateliers, mais on va apporter quelques contenus en fait d'ici la fin du mois d'août que vous pourrez retrouver à votre rythme en fonction de vos vacances aussi sur le site Ederlesi à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et du coup, on se retrouve au mois de septembre pour un nouvel atelier. En fonction de la situation, on vous enverra l'information de la date, du lieu, en vrai, en distanciel. Voilà, enfin, on vous tiendra au courant de tout ça. En attendant, on vous souhaite un bel été et puis on se retrouve donc à la rentrée. Au revoir. Merci.